Rakuten a acheté PriceMeter en fait en 2010 et en 2014, Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings ont quitté le navire pour voguer vers d'autres aventures entrepreneuriales. Donc j'ai le plaisir maintenant de gouverner en tant que président de PriceMeter. Donc ça a changé dans le sens où effectivement l'équipe des fondateurs déjà s'est scindée en deux, ce qui est important dans l'histoire d'une start-up, même si on n'est plus exactement une start-up après autant d'années. Ça fait 15 ans que PriceMeter existe. Et donc on est à l'intérieur d'un très grand bateau qui est Rakuten, qui est un des géants mondiaux, qui est une société qui a trois piliers. D'une part le e-commerce, qui est le cœur, la place de marché, mais également les produits financiers sur Internet, en version digitale, et de plus en plus l'ensemble des produits numériques, ce qu'on appelle le digital au sens digitalisation, c'est-à-dire VOD par exemple, livre digital avec Kobo, Waki, mais également d'autres services digitaux comme Viber, qui a été aussi une société acquise l'année dernière. Donc finalement, Rakuten est très agressif dans son développement international et de moins en moins une société japonaise. Depuis 4 ans, PriceMeter a pas mal évolué. On était un site qui a toujours mélangé dans sa marketplace des vendeurs particuliers et des marchands professionnels. Mais l'équilibre, le curseur en fait entre ces deux univers, marchands professionnels et vendeurs particuliers, a évolué. Au moment où Rakuten nous a acheté, on avait à peu près 60% de notre volume d'affaires qui était généré par des vendeurs particuliers, donc sur des produits d'occasion. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 40, voire même moins, peut-être 30% aujourd'hui, donc 70% maintenant est représenté par des vendeurs professionnels qui donc vendent des produits neufs. Donc le gros de l'effort en termes de développement technique, mais également commercial, a consisté à fournir des outils aux marchands professionnels. C'est ce qu'on appelle nous le B2B2C. Par opposition au C2C. Donc les deux jambes existent toujours et on les fait cohabiter, mais on a largement mis l'accent sur cette partie B2B2C et donc c'est ça qui a beaucoup changé. On a toujours une belle croissance, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on doit aller chercher un petit peu plus le couteau entre les dents, la croissance, c'est vrai pour tous les sites de e-commerce. Je crois que le e-commerce arrive à une forme de maturité aujourd'hui en Europe. Ça a été le cas aussi aux États-Unis. Donc, il y a d'une part une crise économique, plus en Europe et surtout en France qu'aux États-Unis d'ailleurs. Donc, la crise économique, à force de développer le chômage et donc de réduire le pouvoir d'achat, finit aussi par toucher le e-commerce, il faut le savoir. Donc c'est vrai que les paniers moyens, la fréquence d'achat grossit toujours, mais moins vite que dans les belles années du e-commerce où on était vraiment en phase de conquête. Aujourd'hui, le gâteau ne grossit plus, donc on est davantage dans une phase de maturité. Et cette maturité, c'est pas seulement la crise économique, ça en fait partie, mais c'est aussi tout simplement parce qu'à un moment donné, le taux de couverture, le taux de reach, ce qu'on appelle le reach parmi les internautes, a atteint à un moment donné une forme d'asymptote. Donc on a moins de nouveaux acheteurs qui arrivent chaque année, parce que tous ceux qui devaient ou pouvaient avoir acheté une première fois l'ont déjà fait maintenant. Donc évidemment, on est sur un marché plutôt de renouvellement que de conquête. À partir du moment où on arrive à une phase de maturité dans le e-commerce, il faut voir quelles sont les innovations qui vont provoquer le rebond et qui vont aller rechercher la croissance. Nous aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le desktop ou le laptop, donc sur l'ordinateur, je dirais, traditionnel, on n'a plus de croissance, on est à peu près à 0% de croissance. C'est étonnant, mais c'est une réalité que je partage, que je trouve que c'est un enseignement intéressant. En revanche, sur le mobile, et quand je parle du mobile, ça comprend aussi bien les tablettes que les smartphones, mais aussi des sites mobiles comme les applications mobiles. Alors là, on est à près de 100% de croissance. Donc en fait, la croissance, pour nous, si on voulait schématiser un peu, elle vient du mobile. C'est pas complètement ça, parce qu'évidemment, on a aussi des gens qui passent du PC au mobile, et puis les nouveaux entrants qui arrivent sur le mobile, et donc la complexité, je dirais, de la compréhension, en tous les cas, du ce qu'on appelle nous le customer journey, donc le parcours consommateur, est assez difficile statistiquement à comprendre. Donc on essaie en ce moment de le modéliser de plus en plus, et on considère que c'est là, notamment, que la fidélisation va s'opérer, c'est à travers le mobile. En tant que président de France Digital, évidemment, on s'occupe de l'écosystème des startups et des investisseurs. Donc pas seulement, je dirais, du e-commerce, qui est ma casquette PriceMeter. Le e-commerce, c'est une partie, mais évidemment, on a aussi les ad-tech, les fintech, enfin, tous les métiers avec tech quelque part sont concernés par la mission de France Digital, qui est de représenter l'univers du numérique et de la création d'entreprises de type start-up auprès des pouvoirs publics et des grands groupes pour faciliter l'éclosion de champions de dimension internationale.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point les règlements peuvent être, comment dire, allégés de façon à ce que la loi ne soit plus un obstacle à la croissance rapide et donc à l'attractivité du pays, et donc des investisseurs, notamment étrangers. Donc j'aime bien citer l'exemple de Price Minister pour ça, ce qui est la boucle est bouclée, parce que c'est un investisseur étranger, Rakuten, qui a acheté une société française. C'est pas la seule. On a eu en 2014 et là dans ces derniers mois, il y a eu quand même des bons exemples, La Fourchette ou Little Market par exemple, qui sont des beaux succès français achetés par des compagnies américaines. Donc je vois pas ça comme quelque chose qui serait dommage. Je trouve qu'il y a une chose qui est dommage, c'est effectivement que les grands groupes français ne s'intéressent pas assez à nos startups. Et si elles étaient capables de sortir leur carnet de chèques de manière plus offensive, probablement l'écosystème serait plus dynamique à l'intérieur du pays. Mais d'un autre côté, c'est un très bon signe quand des Japonais, et j'espère des Chinois un jour, et en tous les cas des Américains, investissent dans notre écosystème. Donc on va continuer de faire ça, et notamment on est en train d'obtenir quelque chose qui a été voté à l'Assemblée nationale ce week-end, et qui est en train de passer maintenant dans la navette avec le Sénat, etc., et qui est l'idée de favoriser l'actionnariat salarié. Donc le partage de la valeur qui, dans l'univers digital, est exemplaire. C'est-à-dire que globalement, les entreprises digitales et numériques partagent beaucoup plus leur capital que la moyenne de l'économie française. Donc c'est un très bon signe pour attirer les meilleurs talents. Parce que tout notre enjeu, c'est qu'on est dans des métiers, le digital, qui sont des métiers de people. Donc il n'y a rien de plus important, on n'a pas de machine à outils, on n'est pas de l'industrie traditionnelle. Donc les personnes, c'est vraiment le capital humain qui constitue probablement le futur des emplois, de la croissance, de la lutte contre le chômage et puis évidemment de la croissance du PIB à terme et de tous les secteurs. Donc pour attirer les meilleurs talents dans des petites entreprises qui démarrent, on doit effectivement partager le capital et leur donner le goût du risque et de l'aventure associé à ce qu'est une start-up. Et ça, c'est les enjeux de 2015 pour France Digital. J'ai été ravi d'être vraiment associé à la première Nuit des Rois, ravi d'être président d'honneur cette année, c'est presque trop d'honneur, mais disons qu'en fait, ce qui m'a sensibilisé dans le discours et l'approche et la mission de la Nuit des Rois, c'est principalement le besoin qu'on a de valoriser un certain nombre de métiers qui sont en fait probablement les métiers d'avenir en réalité, ceux dans lesquels il y a le plus de valeur ça commence à l'école, le renouvellement des formations, mais également dans l'approche avec les annonceurs, la sensibilisation des journalistes également auprès de ces métiers qui sont des métiers qui associent à la fois de la créativité et du scientifique, donc de la data et de la créativité. Pendant toute une période, tout ce qui était autour du branding en fait était le métier roi. À un moment donné, c'est vrai que le format du film publicitaire de 30 secondes a un peu vécu, parce que bien entendu aujourd'hui il n'y a plus un créatif en agence de pub qui ne pense qu'à un format 30 secondes. Ils ont tous bien compris aujourd'hui que je dirais, le rebond sur le digital est nécessaire, et parfois même ça commence par le digital. C'est en ça que peut-être il y a une révolution. Et aujourd'hui le digital ça commence par le mobile. Donc on voit bien que finalement tous les 5-6 ans, il y a une révolution au sens technologique qui permet de réinventer les métiers. Alors qu'en réalité, dans la publicité, pendant 30 ans, il n'y avait pas eu tellement de renouvellement dans la façon de concevoir un plan média et dans la façon de concevoir la création d'une campagne publicitaire. Et je connais bien ça parce que je viens aussi du monde publicitaire. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à associer le monde des chiffres, le monde de la technique et le monde de la créativité. Et on essaie, nous, dans les équipes marketing, de dire que les data scientists ne peuvent pas travailler seuls, mais en même temps, un créatif qui ne comprendrait rien aux data serait un peu inefficace et inutile aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on arrive à réconcilier ça. Et il me semble que la Nuit des Rois, avec le jeu de mots aussi sur le ROI, est au cœur de ce souci-là. Notre souci, c'est d'avoir des ingénieurs qui s'intéressent aussi aux chiffres et évidemment des créatifs qui s'intéressent à la technique, et etc., etc., que ce soit toute une chaîne de compléments et de nouveaux métiers. N'hésitez pas à candidater. Évidemment, cette année, les candidatures sont closes, mais en fait, chaque année, je crois que la Nuit des Rois va prendre de l'ampleur, puisque ce sont les métiers d'avenir. Donc pour gagner de la visibilité auprès des annonceurs, c'est probablement un excellent marchepied de commencer par la Nuit des Rois pour vous faire connaître.